Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié, et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Tiago Martins à mon micro, que vous connaissez peut-être mieux sous le pseudonyme de Portuguese Facts. Tiago est né en France, à Paris, et c'est dans les beaux quartiers de la ville qu'il débutera sa scolarité, teintée de préjugés, d'exclusion et parfois de racisme à cause de ses origines portugaises. Le fils de la gardienne, de la femme de ménage, continuera malgré tout ses études jusqu'à obtenir son diplôme d'ingénieur. Expatrié en Asie, c'est finalement loin des siens qu'il réalise l'attachement profond à ses racines et à l'histoire de sa famille. Ce déclic sera l'origine de ses nombreuses initiatives autour du Portugal, son village de Berente transformé en lieu créatif et artistique en plein air, la création de vidéos YouTube pour faire découvrir les richesses et les curiosités de son pays, un compte Instagram à succès avec des brèves mélangeant histoire, tradition et gastronomie portugaise, et plus récemment la création d'un livre historico-gastronomique, Le Portugal dans mon assiette, édité par Cadamost Éditions. Tiago a accepté de se livrer à mon micro avec beaucoup d'enthousiasme et a profité de cet espace libre pour faire passer quelques messages qui lui tenaient à cœur. Quand la nouvelle génération fait briller le Portugal, c'est avec beaucoup de sincérité, de fierté et d'amour, peu importe les kilomètres qui les séparent de leur petit Portugal. Je vous laisse découvrir le récit de Tiago et à déjà. Je suis Tiago Martins, j'ai 31 ans. J'habitais Paris jusqu'à très récemment. J'ai récemment quitté Paris pour la banlieue parisienne parce que c'est impossible de vivre à Paris avec un bébé que je viens d'avoir il y a peu. Donc je suis fils de parents portugais qui ont immigré en France pour une vie meilleure. Donc voilà, j'ai une sœur et j'ai créé, du coup on me connaît sous le pseudonyme de Portuguese Facts parce que j'ai créé un compte Instagram, Facebook, YouTube pour partager plein de petites anecdotes autour de la culture portugaise, que ce soit de l'histoire, de l'art, des monuments, des légendes, de la gastronomie. Et donc du coup, justement, grâce à ce compte, j'ai été contacté par Cadamost Éditions pour écrire un livre qui s'appelle L'histoire du Portugal dans mon assiette. Et donc c'est un livre historico-gastronomique qui mêle recettes de cuisine, des recettes que des chefs du monde entier, des chefs portugais du monde entier m'ont confiées, et que j'accompagne d'anecdotes historiques pour inviter les gens justement à être curieux et à connaître l'histoire du Portugal à travers les recettes du pays. Je suis d'origine portugaise, mais au fond de moi, je suis portugais quand même. Je me sens portugais. C'est pour ça, je dis toujours aussi d'origine portugaise, mais je me sens portugais et français. Donc, c'est pas simplement une origine, c'est vraiment ce que je suis, d'être portugais. Et donc, du coup, je suis originaire d'un petit village, vraiment un tout petit village d'une trentaine d'habitants au centre du Portugal, dans la municipalité de Portimão. Donc, c'est dans le district de Leiria, entre Fatima et Nazaré, pour situer. Et donc c'est vraiment un petit village et j'ai vraiment aussi une passion pour ce village. Vraiment j'adore mon village et en dehors de toutes mes activités, on va dire, de promotion de la culture portugaise, il y a un truc dont je ne parle pas, mais je fais aussi beaucoup d'initiatives pour promouvoir mon village. J'ai notamment créé un projet de street art dans mon village, mais tout seul, sans appui aucun officiel ou sponsor. Donc j'ai invité des artistes du monde entier à m'envoyer des petits objets de street art, des sculptures, des peintures, des azulejos, et je les ai collés dans mon village. Et il y a même des artistes, des street artistes qui sont venus peindre des fresques dans le village. Enfin, je référence sur Google Maps les points d'intérêt du village. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai une histoire particulière avec ce village qui est Barenta, je ne l'ai même pas cité. Et donc du coup, mes parents sont arrivés en France. Enfin, déjà avant ça, mes grands-parents avaient tenté l'expérience en France en laissant mes parents au Portugal. Mon grand-père paternel avait tenté l'expérience et avait atterri dans les bidons de Champigny, mais il n'a peut-être pas resté longtemps et il est retourné vite au Portugal. Et du côté maternel, mon grand-père a fait les guerres coloniales en Angola. Et après ça, il est arrivé en France. Malheureusement, enfin, ils sont plus là. J'ai plus que ma grand-mère maternelle qui, elle, est toujours restée au village. Mais ma grand-mère paternelle, pardon. Et du côté maternel, mais j'ai pas pu échanger avec eux.
enfin trop tard, c'est que trop tard que je me suis intéressé, ils n'étaient plus là malheureusement, mais j'ai le souvenir de mon grand-père qui m'avait dit qu'il était arrivé en France sans semelle, pieds nus, parce qu'il avait fait passer à Sarthe, où il était venu en France à pied. Et donc du coup, j'ai pas vraiment de souvenir de leur émigration à eux. En plus, il y a une certaine pudeur ou modestie. Je sais juste que c'était très dur, qu'ils avaient des travails durs. Il me semble que mon grand-père avait travaillé dans les mines de champignons de Paris, donc vraiment accueillir des champignons de Paris dans des conditions compliquées. Après, il avait été aussi maçon, comme quasiment tout le monde. Pendant qu'ils avaient laissé justement ma mère au Portugal auprès de mes arrière-grands-parents. Donc ils sont restés quelques années et ils sont retournés au Portugal. Du coup, dans les exploitations fermes familiales. Et des années sont passées. Mon père arrivant bientôt à un âge d'adolescent et les guerres coloniales étant en cours, mes grands-parents paternels ne voulaient pas qu'il parte faire la guerre coloniale, donc ils l'ont envoyé pour faire profil étudiant en France, donc partir légalement mais en profil étudiant. Euh, il est arrivé en plein mai 68 en France. Il a été vivre auprès de mes tantes et oncles, mais j'avoue que je sais pas pourquoi, mais je connais pas très bien cet aspect-là. Faut que j'en discute avec mes parents. Et je sais pas, donc je connais pas très bien cette histoire de l'immigration de mon père. Je sais que ça a été quand même compliqué. Il m'a parlé justement du train à Hendaye qui a été resté bloqué. Et en plus, il était très jeune, il était mineur. Donc il m'a parlé aussi un peu du visa justement d'étudiant qu'il fallait renouveler tous les ans. Enfin voilà, donc ça c'est des trucs. C'est mon histoire familiale que, comme beaucoup d'entre nous et de personnes qui écoutent le podcast, j'imagine, on doit enquêter, on doit poser des questions avant qu'il soit trop tard, comme c'est le cas avec mes grands-parents. Donc là, voilà, je compte prendre le temps prochainement avec mes parents pour discuter de ça, de leur arrivée en France. Ma mère, elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée, du coup, mon père s'est marié avec ma mère au Portugal. Ma mère s'est mariée quand elle avait 16 ans. Et du coup, après ça, ils sont venus les deux vivre à Paris dans un studio minuscule. Du coup, ma mère, quand elle était enceinte de moi, est devenue gardienne parce qu'ils avaient besoin d'un appartement pour pouvoir accueillir leur premier enfant, qui était moi, et ensuite ma sœur. Du coup, voilà, on a vécu dans une loge de gardienne. Et ma mère est toujours gardienne d'ailleurs dans les beaux quartiers de Paris, dans le quartier des Ternes, dans le 17e arrondissement. Par rapport à l'immigration, les histoires d'immigration, j'en avais discuté, justement, parce que là, depuis peu, justement, je m'intéresse à ça, à mon histoire familiale et avec les histoires d'immigration qu'il y a autour de moi. Et j'ai deux oncles qui ont des histoires d'immigration différentes. Donc un qui est venu à Sarthe, dans un camion, caché dans un camion de bétail jusqu'en France. Et il y en a un autre qui est arrivé légalement en France. Parce que justement, ça m'avait marqué. Il était issu d'une grande famille, ils étaient, je sais plus, 7 frères et sœurs, je crois, ou enfin 6 ou 7 frères et sœurs. Et son père avait écrit, enfin pas, il a dit il a écrit à Salazar, mais il a écrit au Stade Nouveau pour dire justement qu'il avait trop d'enfants, que c'était la misère, qu'il pouvait pas tous les nourrir. Et il a demandé légalement l'autorisation de partir en France pour travailler. Et donc du coup, mon oncle est arrivé en France avec son père légalement, avec l'autorisation de l'État portugais pour venir travailler, puisque son père ne pouvait pas subvenir à leurs besoins au Portugal. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super intéressant de s'intéresser à ces histoires d'immigration. Et j'invite tout le monde à en discuter, et venir te voir pour raconter leurs histoires, parce qu'il y a vraiment des parcours de vie qui sont incroyables. Vamos até à fronteira francesa, aos Pirineus. Lá procuramos o caminhão de Paris. Pois claro. Bem, avante. Para a França. Vamos. Tout ça, ça me fait penser aussi, c'est à nous aussi, justement les nouvelles générations, comme toi tu le fais, comme d'autres le font, de mettre en avant justement notre histoire. Mais il y a un truc justement là qui me fait bizarre, c'est le monument. Il y a un monument à Champigny qui rend hommage à cette période-là. Mais même sur le monument, c'est un politique français qui est représenté. Donc le monument qui rend, entre guillemets, hommage à notre immigration portugaise, c'est un politique français qui est dessus, c'est même pas un Portugais qui est dessus. Je critique pas, c'est très louable d'avoir quelque chose, mais pourquoi on n'a pas un monument avec un Portugais, ou un monument en l'honneur vraiment explicitement des Portugais? Là apparemment c'est en train de changer, apparemment il y a des discussions en cours pour un truc l'année prochaine, dans le cadre du 25 d'avril. On va voir, mais il serait quand même temps que notre immigration, la contribution que l'immigration portugaise a eue pour la France, pour le développement de la France, soit mise à l'honneur et qu'on ait quelque chose qui nous rende hommage.
enfance, le Portugal était quand même pas mal présent, ne serait-ce que dans mon assiette, comme, comme dans mon livre. D'ailleurs, on parle dans le livre, parce que ma mère, quand même, est une cuisinière formidable et cuisinait beaucoup portugais. Donc c'était présent dans mon assiette. C'était présent à l'époque encore où les chaînes portugaises étaient disponibles gratuitement sur les box. Mes parents regardaient un peu RTP. Maintenant, après, au fil des années, ça s'est arrêté parce que c'était des options payantes. Et demander à un Portugais de payer ne serait-ce que 2 euros pour une option à la télé, c'est inconcevable. Donc on n'avait plus RTP, mais on regardait quand même un peu RTP. J'ai des souvenirs de regarder Os Malucos do Riso, par exemple. C'est un souvenir que j'ai de voir ça à la télé avec mes parents. Et dans une moindre mesure aussi quand même un peu dans le... Enfin, mon père a quand même été un peu dans le milieu associatif, à droite à gauche, donc j'ai quand même le souvenir d'aller dans des associations portugaises, des fois de faire des petits matchs de foot, aller manger dans l'association, enfin voilà, et tous les repas de famille aussi, parce que du coup mes oncles et mes tantes qui étaient là, on se retrouvait que entre portugais, donc en fait, à l'école, mon cercle d'amis, c'était les Portugais au collège, enfin même en primaire. Mes amis, c'était les Portugais, donc j'étais que entre Portugais. Quand je sortais, quand j'allais manger chez mes amis, c'était des amis portugais. Donc après le week-end, quand on était en famille, c'était entre Portugais. Donc voilà, j'ai vraiment vécu un peu dans une sorte de bulle portugaise toute ma jeunesse, quoi. Après, arrivé au lycée, après le brevet, arrivé au lycée, là c'était autre chose, parce que là vraiment j'étais plus dans une mixité avec des gens de diverses origines. Donc là, ça a changé. Et justement, pendant le lycée, je faisais quand même pas mal de conneries. J'étais un peu un cancre, je séchais. Enfin, mes bulletins scolaires, c'est vraiment une catastrophe entre mes avertissements, travail, conduite, exclusion. Enfin voilà, j'ai eu une scolarité un peu particulière. Mais voilà, là, j'étais moins dans cette bulle portugaise. J'étais quand même portugais, je me revendiquais quand même portugais, mais j'étais moins dans cette bulle et voilà, j'étais plus ouvert. Et ensuite, avec le travail, donc j'ai fait une licence pro en alternance, et donc j'ai commencé à travailler dans le secteur énergétique. Et via ce travail, justement, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je suis toujours dans le même secteur. J'ai voyagé, j'étais notamment aussi expatrié pendant plus d'1 an en Asie, donc j'ai fait l'Inde, Singapour, l'Indonésie. Après, justement, quand j'étais en expat, j'en ai profité pour voyager du côté perso, donc j'étais en Malaisie plusieurs fois, j'étais à Macao, j'étais à Malacca, justement en Malaisie, j'étais en Thaïlande, au Vietnam, enfin l'Asie du Sud-Est, j'ai quasiment fait tous les pays. Et même après, en Europe, j'ai quand même fait beaucoup de capitales européennes, j'ai beaucoup voyagé en Europe. Donc voilà, je suis quand même ouvert au monde. J'adore voyager, mais il n'y a aucun endroit où je me sens aussi bien que dans mon petit village portugais. Donc c'est vraiment, c'est fou, c'est vraiment dans moi. Je sais pas, quand je suis au Portugal, c'est autre chose. J'ai vraiment l'impression, pourtant, j'aime la France, j'aime Paris, mais quand je suis au Portugal, je sais pas, il y a un truc, c'est vraiment dans moi, au plus profond de moi, c'est là-bas que je me sens bien, quoi. Donc pour l'apprentissage de la langue portugaise, puisque j'estime pas non plus avoir un portugais fantastique, mais j'ai quand même un bon niveau de portugais, on me le dit souvent d'ailleurs. C'est une des réflexions qui me fait rire quand je suis au Portugal, souvent, c'est qu'on soit surpris de mon niveau de portugais. Ça me fait bizarre parce que, soi-disant, sous prétexte que je sois né en France, que je sois justement un fils d'immigrés, ils comprennent pas que j'ai un bon niveau de portugais. Donc ça me fait rire à chaque fois qu'on me fait la remarque. Mais oui, pour moi, le portugais est important. Et en plus, je l'ai étudié, parce que en primaire, j'allais à l'école portugaise, au collège, j'allais au portugais, enfin jusqu'au lycée, jusqu'au bac, j'ai toujours fait le portugais. Et j'allais notamment à la CEP, qui est une école portugaise privée, parce que c'est très compliqué malheureusement de faire du portugais dans le public, et donc du coup ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de monde de cette école portugais, parce que voilà, c'était tous les samedis, on y allait 4 heures, on avait des cours d'histoire, des cours de langue, et ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de monde, cette école, et de lier des amitiés fortes que j'ai encore aujourd'hui. Et pour l'anecdote, justement, en discutant là, ça me revient en mémoire, toujours, c'est un peu ces discriminations contre le portugais. En primaire, comme j'étais un élève un peu moyen, les professeurs ont dit à ma mère que pour mon bien, il fallait que j'arrête d'apprendre le portugais. C'est quand même fou, hein, ça c'est vraiment typiquement français. Avec le recul, je me dis, mais comment on peut dire ça? Comment on peut dire à un enfant que ça serait bien pour lui qu'il n'apprenne pas une langue? Et donc du coup, mes parents l'avaient écouté, et du coup, pendant une année, au cours de ma scolarité, pendant une année seulement, je n'ai pas fait de portugais.
Je sais plus si c'était en CM2 ou CM1. Mais voilà, donc pendant une année, les professeurs de l'école française avaient dit à mes parents, non, faut pas que Thiago apprenne le portugais, ça va pas être bon pour lui. Donc voilà, mes parents après ont vite oublié et m'ont remis au portugais. Mais c'est quand même fou aussi qu'on dise ça. Et donc voilà, j'étais en cours de portugais et j'ai appris le portugais. Et d'ailleurs, justement, pour l'anecdote et ma passion pour l'histoire, l'école remettait des prix pour les meilleurs élèves. Et j'avais reçu le prix de meilleur élève en histoire, justement, parce que j'étais très bon en histoire. Et j'ai toujours eu cette passion pour l'histoire du Portugal. En général, on est quand même 2 fois par an au Portugal, généralement en avril et en août, bien sûr, comme 90% des Portugais. Quand j'écoutais un des podcasts, là, le podcast de Olivier Afonso, qui parle justement de ce voyage en voiture, je me suis retrouvé dans ce qu'il disait, parce que tout le monde l'a vécu, ce voyage en voiture, et je me souviens que c'était toute une expédition, toute une aventure, et surtout celle du mois d'août, parce qu'au mois d'avril, quand on partait brièvement, j'avais pas le sentiment que c'était une aventure comme celle du mois d'août, parce que là au mois d'août on partait 4 mois, on partait 4 semaines, donc fallait charger les valises, il y avait beaucoup de trucs dans le coffre, c'était vraiment le cliché. En plus mon père avait la Mercedes de papa portugais, la vieille Mercedes avec le coffre énorme qu'on pouvait mettre des tonnes de trucs dedans. Et moi j'en garde vraiment un très très bon souvenir de ces voyages en voiture. Après avec les années, j'ai arrêté de le faire en voiture, j'allais en avion, par confort, et parce que mes parents étaient déjà sur place et moi je les rejoignais plus tard, et qu'en plus mais mon père avait toujours une petite voiture dans le garage, donc j'avais pas besoin forcément d'y aller avec une voiture, j'en avais une à disposition là-bas. Mais là cette année, justement pour le mois d'août, j'ai décidé d'y retourner en voiture, parce que en plus avec le bébé c'est quand même plus pratique pour transporter la poussette, pour transporter tout ça. Et donc du coup là je vais renouer avec la tradition et retourner au mois d'août au Portugal en voiture. La cage dorée, je trouve que c'était quand même un peu ma vie, parce que j'ai grandi dans les beaux quartiers, et il y a beaucoup de choses qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, qui m'ont forgé, et j'ai même des histoires avec ma sœur, enfin avec mes amis. On a grandi entre portugais, parce que on se mélangeait pas, il y avait vraiment une discrimination sociale entre les portugais qui étaient les fils de gardiennes et de femmes de ménage, et les autres. Mais dans ma scolarité, notamment au collège, puisque le collège, il n'y a rien de plus méchant qu'un collégien, ça a été très difficile, et encore plus pour ma sœur. En gros, on va prendre des gros guillemets, mais il y avait pas de noirs, il n'y avait pas d'arabes, donc les étrangers c'était les portugais, parce que c'était les fils de gardiens et c'était les fils de femmes de ménage qui étaient là. Donc il y avait vraiment un traitement à part, donc il y avait les entre guillemets français, et il y avait les portugais. Et donc on était tout entre nous, puisqu'on ne pouvait pas trop se mélanger, et il y avait vraiment ce qu'on pourrait considérer comme de la xénophobie, du racisme, parce que avec le recul, moi, ça m'a forgé, ça m'a endurci, mais il y a des gens que j'ai vus se laisser abattre à propos de toutes les réflexions qu'on prenait. Moi, j'ai plein d'exemples, mais je me souviens par exemple d'un jour où mes parents, pour me faire plaisir, m'avaient acheté un pull diesel, c'était la marque à la mode à l'époque. Et donc quand je suis arrivé au collège, la première chose que les autres élèves ont fait, c'est de venir voir l'étiquette, me dire que c'était un faux, parce que c'était pas possible qu'un Portugais ait les moyens d'acheter ça. Voilà, des réflexions comme ça, il y en a eu des tonnes. Je me souviens de voir une amie à moi, les élèves lui disaient pour la fête des mères, on va t'offrir un rasoir, parce qu'on sait que tes parents ont les moyens de l'acheter. Enfin voilà, c'était des réflexions très dures, hein, et pourtant c'était pas, je suis de 90, donc c'était dans les années 2000, hein, c'était hier quoi. Et des réflexions très dures comme ça, même moi, par exemple, c'est l'éternelle histoire de la conseillère d'orientation, mais quand j'y suis allé en quatrième, parce que dès la quatrième, on me disait, faut que j'aille dans le bâtiment, il faut que je fasse une troisième spécifique, parce que voilà, j'étais pas un élève très mauvais, mais j'étais pas un bon élève très bon, j'étais un élève moyen, un peu cancre, mais voilà, je sais que j'avais du potentiel, mais je m'étais laissé un peu abattre, et donc du coup, m'avait mis dans la tête, non, faut que j'aille faire du bâtiment. Et quasiment tous mes amis, il y en a très peu, il n'y en a qu'un seul qui a fait des études générales, mais sinon on devait obligatoirement aller dans la filière professionnelle. En soi, c'est très bien, moi, j'ai aucun mépris envers n'importe quel métier, j'étais prêt à faire du bâtiment, mais ce qui a fait le déclic, c'est qu'il y a une parent d'élève, un peu le cliché de la Cato, qui voulait justement encourager, qui a appelé mes parents, en tant que représentant des parents d'élèves, et qui a dit à ma mère, non, c'est pas normal que Thiago est en professionnel, il a quand même des notes pas mal, il y a des élèves qui ont des notes moins bien, mais qui vont aller en filière générale. Donc
miraculeusement, ça a encouragé ma mère à m'inscrire en filière générale, parce que bon, ma mère c'est quand même la maman portugaise gardienne qui fait ce qu'on lui dit. Mais là, je sais pas, elle s'est laissée pousser des ailes, elle a dit d'accord, bah on fait ça. Donc j'ai rempli mon dossier papier encore à l'époque pour faire une des études générales. Donc j'ai remis ça à ma professeure principale, je me souviens très bien de ça encore, c'est vraiment des événements qui m'ont marqué, et qui m'a dit que je faisais une grosse erreur, que ça marcherait jamais. Pourtant j'ai demandé des lycées modestes, parce que je savais très bien que j'avais pas de niveau pour faire des grandes écoles. Elle m'a limite jeté à la figure en me disant que c'était une grosse erreur que je faisais, parce que la plupart de mes amis, eux, avaient accepté de faire du général, du professionnel. Ceci se fait, et aucune réponse, aucune affectation, et mon dossier avait disparu, puisque c'était encore à l'époque des dossiers papier, et aucune trace de moi au rectorat, ni rien du tout. Donc on est parti en vacances sans que j'aie d'affectation. Donc on vient des vacances et j'avais eu une affectation dans, entre gros guillemets, le lycée poubelle de Paris, le lycée où on envoyait tous ceux qui n'avaient pas d'école justement. Donc c'était dans un quartier un peu dur de Paris. Donc mes parents envisageaient déjà de me mettre dans du privé parce que voilà, moi sortir des beaux quartiers, me mettre dans un lycée où il y avait pas mal de faits divers qui s'étaient déroulés, ils n'envisageaient pas. Mais au final, aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans la vie. Je passais du, entre guillemets, portugais, moins que rien, qu'on considère pas, qu'on met de côté, à, j'étais un des seuls blancs, et je venais du 17e, donc j'étais forcément un riche. Donc voilà, ça a été un grand écart social, et au final, ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu quelques histoires, mais voilà, ma vie s'est enchaînée ensuite, derrière. J'ai fait un bac technique, un bac STI électrotechnique, ensuite un BTS toujours dans le même établissement. Et j'ai continué sur une licence pro. Bon, j'étais un peu un cancre, partisan du moindre effort, mais voilà, ça s'est passé, j'ai eu mes diplômes et ensuite j'ai enchaîné sur le travail. Mais si je reviens brièvement sur le collège, et justement parce que derrière au collège, donc il y a eu moi, mais il y a aussi ma petite sœur qui a été là-bas. Et ma petite sœur, en plus étant une fille, ça a été encore plus compliqué pour elle. Elle a eu énormément de réflexions, par exemple à la fin du sport, les élèves qui lui jettent les maillots en disant que c'était la portugaise, donc il fallait qu'elle le nettoie, ou qui jettent des papiers par terre devant elle en disant que comme elle était portugaise, il fallait qu'elle fasse le ménage. Et tout ça, c'est des histoires, elle, c'est ma petite sœur, donc c'est encore plus récent, hein. Et donc voilà, ça l'a profondément marqué. Elle rentrait de l'école en pleurs. Enfin voilà, c'était dur. Je me suis dit, je vais aller devant le collège en scooter avec la capuche, faire voir le voyou pour faire un peu intimider un peu les élèves qui emmerdaient ma sœur. Bien sûr, j'avais surtout pas frappé un enfant quand même, mais voilà, c'était histoire de faire le voyou pour intimider. Donc j'arrive devant le collège en scooter et les petits qui emmerdaient ma sœur ne sont pas sortis, sont restés à l'intérieur. Donc bon, je suis revenu le lendemain. Et les petits sont sortis en courant, donc voilà, bon, ça s'est arrêté là, il s'est rien passé. Mais après ça, ma mère a été convoquée par la CPE au collège, et la CPE a dit à ma mère que j'avais interdiction de venir chercher ma sœur. Donc là, pour le coup, ma mère, encore une fois, deuxième fois, elle se sentait pousser des ailes, elle s'est un peu énervée en expliquant la situation à la CPE et tout ça. Et la CPE n'a rien trouvé de mieux à dire à ma mère que oh, mais c'est des enfants, faut pas faire attention à ce qu'ils disent. Donc voilà, aucune répercussion. Et donc voilà, la vie s'est passée. Par contre, ma sœur, elle, je sens que dans son parcours scolaire, ça l'a quand même un peu affecté, puisque elle a un peu baissé les bras, elle s'est un peu laissé aller. Là où moi, je sens, ça m'a rendu un peu plus fort. Donc voilà, et ça c'était hier. Et ce qui est affolant, c'est que des messages, des fois sur les réseaux sociaux, justement, je reçois des messages de mamans qui disent que leurs enfants, encore aujourd'hui, subissent justement des réflexions méchantes de la part de collégiens par rapport au fait d'être maçon, femme de ménage, poilu, enfin tous les clichés comme ça. Et c'est notamment aussi tout ça qui a fait que mon compte Portuguese Facts est né. C'est parce que j'avais vraiment un ras-le-bol de tous ces clichés. Et ce qui m'inquiète, enfin ce qui m'énerve encore plus, c'est que nous-mêmes, portugais, on les entretenait, justement, on faisait de l'humour avec ça. C'est très bien, il faut de l'humour, il faut de la dérision, mais là, ça faisait trop, et en fait, moi qui avais vécu vraiment tout ça, ça m'emmerdait qu'on continue d'en parler. Et surtout que nous-mêmes, on tende le bâton pour se faire battre, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu proposer autre chose que de la caricature et des clichés graveleux pour que des gens puissent se retrouver dans un autre Portugal. Tout ça, j'ai jamais eu l'occasion de le dire publiquement, justement, donc je profite de ton podcast pour pouvoir le dire, parce que souvent, parce qu'il y a quelques temps de ça, justement,
au début de mon compte, au moment de la sortie d'un film au cinéma que j'avais pas apprécié, j'avais écrit une lettre ouverte à destination de la communauté portugaise pour faire part de mon ras-le-bol justement de tous ces clichés. Et on m'avait reproché de faire de la victimisation, que voilà, fallait passer au-dessus, qu'il fallait savoir rigoler. Mais justement, ayant vécu tout ça, c'est pas faire de la victimisation, c'est vraiment, au bout d'un moment, il faut dire stop, quoi. Et enfin, justement, comme je dis, avec ma petite sœur, et j'ai vu d'autres personnes complètement baisser les bras et se laisser étouffer par ça, bon, ok, bon, bah, je vais rester à ma place, je vais pas essayer de grimper l'ascenseur, je vais pas prendre l'ascenseur social. Et donc, du coup, c'est important. Et si justement, il y a des mamans ou des enfants qui m'écoutent et qui entendent ces témoignages-là, faut savoir dire stop et faut réagir, il faut pas se laisser abattre. En ayant grandi avec mes parents, il y a quelque chose de très important aussi qu'ils m'ont transmis, c'est la valeur du travail. Parce que depuis tout petit, et enfin autour de moi c'était pareil, hein, mes amis c'était pareil, quand j'étais jeune, quand j'étais mineur encore, hein, peut-être à 14, 15 ans, c'était normal d'aider ses parents. Par exemple, aller faire les bureaux, comme on dit. Donc, mes parents étaient responsables du ménage dans des bureaux dans le quartier. Donc, j'allais avec eux le soir pour vider les poubelles, passer l'aspirateur. En été, quand ils faisaient des remplacements de loges, fallait que je les aide. Donc, j'allais faire la permanence dans des loges. Je passais l'aspirateur dans les escaliers, je sortais les poubelles. Ça, je me souviens, c'était très dur puisque c'était à 5h du mat, 5h30 du matin, il fallait sortir, il y avait, je sais pas, mes parents en période d'été, quand avec le remplacement, ils avaient 6-7 immeubles à s'occuper, donc on sortait toutes les poubelles, en plus c'était lourd, c'était quand même physique, et donc va faire comprendre ça à un gamin de 16 ans qui veut juste dormir et jouer aux jeux vidéo, qu'il faut se lever à 5h30 pour sortir les poubelles, donc mais je le faisais. Donc voilà, ça a toujours été très important d'aider les parents, donc cette valeur du travail. Après, derrière ça, j'ai fait plein de petits sons, comme j'ai toujours eu cette notion du travail, j'ai toujours cumulé les boulots. Il y a des moments même je cumulais 3-4 travails en même temps, bien que je commence à travailler, à gagner ma vie avec mon CDI normal, hein, mais même comme ça je travaille à côté. J'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé en tant que guide touristique en 2 à Paris, j'ai travaillé dans un restaurant en tant que serveur, jardinier, enfin voilà, j'ai fait tout un tas de trucs, et tout ça, ça m'a enrichi. Et donc cette valeur travail qui m'a été transmise par mes parents, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'a forgé. J'ai toujours eu soif d'aventure, même quand j'étais parce que en plus au village, le village était tout petit. C'est vrai que j'ai quand même le souvenir aussi de longues périodes d'ennui aussi. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de télé. Enfin, même quand il y avait la télé chez les grands-parents, les programmes portugais ne me plaisaient pas du tout. Donc j'ai quand même le souvenir de longues périodes d'ennui. Et donc je passais mon temps à faire du vélo et un peu plus tard de la moto, puisque mon père a toujours eu les vieilles Macal, les vieilles Zundap. Donc je me souviens toujours de faire de la moto. Mais voilà, mes vacances étaient rythmées entre la moto, le vélo et les fêtes de village un peu partout à droite à gauche. Mais j'avais toujours envie, et je le reprochais à mes parents, j'avais toujours envie d'aller voir autre chose, d'aller voir des monuments. En plus, je suis originaire d'une région quand même où il y a Moustel Bataille, où Castel Portmao, Castel Deri, Moustel Roquebasse. Enfin, il y avait énormément de choses, mais on faisait rien. Et moi, ça me frustrait. Je passais devant en voiture, hein, je les regardais, je disais que j'avais envie d'y aller, mais il n'y avait jamais le temps parce qu'il fallait manger là, fallait manger à tel endroit, fallait voir telle personne de la famille. Donc c'est pour ça que peut-être que j'étais un petit peu frustré et que dès que j'ai eu le permis, je me suis plus jamais arrêté. Il y a des moments où on partait en vacances, mais mes parents me voyaient quasiment jamais parce que j'étais toujours à droite, à gauche, j'allais voir des trucs. Je partais, je pouvais faire l'aller-retour à Castor Branco pour aller voir une amie, aller visiter là-bas. Enfin, c'était non-stop. J'allais voir des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai toujours reproché ça à mes parents. Et encore aujourd'hui, je leur dis, faut quand même sortir. Faut sortir du village. Et ce reproche aussi, je le fais à beaucoup de gens de ma génération qui se contentent en vacances d'aller au village, de rester au village, d'aller au café, à la plage, et de pas s'intéresser à ce qu'ils ont autour de chez eux. Et c'est important, il faut le faire, faut se bouger, faut être curieux, faut aller voir les trucs. Il y a énormément de choses à découvrir au Portugal et il faut se forcer à y aller. Et récemment, il y a quelques années de ça, euh, on allait au Portugal, et donc du coup on a pris l'avion tous ensemble en famille, avec mes parents, ma soeur, et j'ai dit, on atterrit à Lisbonne, mais au lieu d'aller au village direct, on va faire un petit tour à Lisbonne, parce qu'en plus je connais très bien Lisbonne, je suis amoureux de cette ville, au même titre que Paris, et donc du coup on a été à Lisbonne, on a fait les endroits touristiques de Lisbonne, on s'est baladé, en plus c'était la période des fêtes, donc les décorations de Noël c'est magnifique, enfin vraiment en période de Noël, Lisbonne c'est magnifique, donc ils étaient impressionnés, et ça m'a fait rire
de faire découvrir à mes parents le Portugal. Ils étaient surpris que Lisbonne soit une capitale européenne au même titre que toutes les autres. Ils avaient cette image du Portugal un peu encore pittoresque. Ils s'attendaient pas à ce que Lisbonne soit si moderne, si animée, enfin l'offre des commerces et tout, enfin que ça soit à la mode quoi. Et ça les a surpris, je les ai sentis un peu bouleversés de se dire ah bah non, le Portugal en fait c'est pas le Moyen Âge quoi. Et d'ailleurs je trouve que c'est un des trucs qui a beaucoup nui à l'image des Portugais en France. C'est pas une critique, mais la génération de nos parents ont émigré, ont quitté le Portugal justement à un moment où le Portugal c'était dur, c'était quand même un pays qui était pas développé, où il y avait beaucoup de misère, et ils sont partis avec cette image du Portugal là, figée dans le temps. Et ils n'ont pas réalisé que le Portugal continuait d'évoluer pendant tout le temps où ils étaient en France, ils ont fait leur vie en France. Le Portugal s'est modernisé, il y a eu des rénovations, les villes ont continué de bouger, et sont restés avec cette image du Portugal pittoresque, alors que pas du tout. Et là je parlais de Lisbonne, mais Porto est en pleine mutation, Braga, enfin toutes les grandes villes sont complètement changées. Et là je m'intéressais à l'histoire de mon village, la Barenta, et récemment sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un du village qui avait partagé un peu une frise chronologique des évolutions du village. Et c'est fou, mais quand j'y repense, ma mère qui est née en 67, quand elle était petite, au village, elle n'avait pas l'électricité. Ma mère a grandi sans électricité. L'électricité n'arrivait que dans les années 70. Et par exemple, même l'eau de ville, parce qu'on avait tous les puits, même moi, l'eau courante, l'eau de ville, je me souviens encore de l'inauguration de l'eau de ville, parce que c'était il y a quelques années. Ce qui est fou, c'est que en période, à partir des années 70, en fait, le Portugal avait tellement de retard que tout est arrivé très vite. Entre les années 70 et aujourd'hui, il y a eu les routes goudronnées, il y a eu le téléphone, il y a eu l'électricité, il y a eu l'eau, et maintenant il y a la fibre. Et donc tout ça, ça s'est fait en un laps de temps qui, à l'échelle de l'histoire, c'est rien, quoi. Ça s'est fait enfin, quand je pense aux gens du village, par exemple, ma grand-mère maternelle est analphabète. De mon entourage, même, il y a des gens, même plus de générations plus récentes, qui sont un peu illettrés aussi encore. Et enfin, c'est quand même fou qu'en un laps de temps de 50 ans, le Portugal soit passé grossièrement du Moyen-Âge à la modernité. Et tout ça, ça s'est fait très vite. Et donc, du coup, les gens n'ont pas pu suivre. Et donc, la génération de nos parents, mes parents, n'ont pas eu conscience de toute cette modernité en si peu de temps. Alors, mon lien au Portugal a évolué au fil des années, mais sans que je m'en rende compte. Au début, donc quand j'étais jeune, on va dire période primaire, collège, en fait, j'avais pas conscience vraiment de cette double culture, de ce double attachement, parce que pour moi, c'était tout à fait normal. Voilà, au mois d'avril et au mois d'août, on allait au Portugal, à la maison c'était portugais, donc j'avais pas forcément de conscience de cette spécificité, on va dire, qu'est d'être franco-portugais. Donc pour moi c'est tout à fait normal, et c'est arrivé au lycée que je me suis un peu détaché de ça, bien que toutes mes soirées c'était au Saint-Cyr Palace. Pour ceux qui ont connu ce bar, c'était mon fief, où dans une moindre mesure j'allais quasiment jamais, parce que j'aimais pas les discothèques, mais la Costa do Sol ou la Loco, mais voilà, donc quand je sortais c'était tout le temps portugais, mais il y avait moins ce lien avec le Portugal, on va dire, au fil des années. Donc du coup, comme je disais, j'étais parti en expatriation, et c'est en expatriation où vraiment j'ai eu un déclic, parce que comme j'étais en Asie du Sud-Est justement, j'étais à Malacca, donc dans des endroits où il y avait un ancien encore on appelle ça le quartier des Portugais, avec des descendants de Portugais il y a plus de 500 ans. J'étais à Macao, même à Singapour, j'ai découvert des trucs en lien avec le Portugal, en Indonésie aussi. Et je me suis dit, ah non, quand même, c'est quand même fou l'importance qu'a eu le Portugal dans le monde. Et c'est là vraiment que j'ai eu le déclic de me dire, non, faut que je fasse quelque chose en lien avec le Portugal. Et donc, à l'époque déjà, j'avais commencé à essayer d'enregistrer des vidéos pour faire genre un peu format YouTube d'anecdotes sur l'histoire du Portugal, mais c'était un échec total, donc je les ai jamais publiés. Et quelques années plus tard, Portuguese Facts est né. Mais cette envie, vraiment ce déclic de me dire, d'être fier d'être portugais, mais pas simplement se dire oui, je suis fier d'être portugais pour le foot et pour les fêtes de village et tout ça, mais vraiment en tant que nation, en tant que héritier, on va dire, de cette histoire. C'est vraiment quand j'étais en expat que je m'en suis rendu compte, parce qu'en plus comme j'étais en expat, je m'emmerdais un peu parce que j'étais tout seul tout seul à l'autre bout du monde, donc j'avais le temps de réfléchir et de cogiter. Mais c'est là que j'ai eu un déclic sur cette fierté que de faire partie justement de cette histoire portugaise.
démarré la création de Portuguese Facts, de mes comptes sur les réseaux sociaux. Mes posts, en fait, c'est des petites anecdotes de quelques lignes, avec toujours la source, il y a toujours un lien qui indique d'où j'ai pioché mes infos, parce que justement, j'invite les gens à vérifier ce que je dis. Et donc, du coup, j'ai choisi Instagram et je publie en portugais, français et anglais. Donc, c'est vraiment en 3 langues. Aujourd'hui, on va dire mon public anglophone, c'est vraiment une minorité. Mais comme j'ai commencé comme ça, je continue avec cette logique des 3 langues, puisqu'en plus, c'est ce qui a fait le compte. Et le compte s'appelle Portuguese Facts, donc ce serait un peu bête d'enlever l'anglais. Je partage des anecdotes parce que justement, comme je disais, j'avais envie de partager une autre vision du Portugal, que les gens soient curieux, qu'ils s'intéressent à l'histoire du pays et aux anecdotes qu'il y a autour du pays. Et j'ai choisi Instagram parce que voilà, moi je suis un trentenaire et c'est ma génération d'utiliser Instagram. Et j'aime bien ce format rapide, quelques lignes pour présenter quelque chose avec une petite photo, quelque chose de visuel. Parce que, avec le temps, là, je suis aussi un peu sur Facebook, je relais maintenant les trucs sur Facebook. Mais Facebook, les gens critiquent tout le temps. On parle de Twitter, mais bon, Twitter, moi, je suis pas du tout dessus. Mais Facebook, c'est fou. Ils ne font que critiquer. Je me souviens, par exemple, dans le cadre de Portuguese Facts, j'avais organisé un crowdfunding, donc une collecte de fonds, pour financer l'achat de reliques de la Première Guerre mondiale de soldats portugais, pour en faire don au musée de Porto-Moj, qui est la municipalité de mon village. Et donc voilà, je pouvais le payer de ma poche, c'était pas une question d'argent, mais c'était vraiment que j'avais envie que ça soit une initiative collective, que des gens participent avec moi, montrer que les Portugais de France peuvent s'impliquer dans des projets comme ça, pour sans faire partie d'une association, sans faire partie de quoi que ce soit, d'une initiative citoyenne, on peut faire des choses bien. Donc ça s'est fait, et je me suis dit, je vais quand même partager la cagnotte sur Facebook. Et sur Facebook, j'ai eu des commentaires de vieux, on va dire, qui disaient vai trabalhar, ou que isso, dinheiro, voilà. Des gens qui critiquaient l'initiative. Et je me suis dit, allez, ils ont quand même du culot. Mais toutes les critiques que j'ai eues, c'est uniquement sur Facebook. C'est des gens qui critiquent ce que je dis, qui disent que c'est n'importe quoi, qui soient pas d'accord, je peux le comprendre, mais dire que je dis n'importe quoi sans argumenter derrière. Voilà, c'est pour ça que Facebook, je fais pas trop attention, parce que j'ai essayé aussi un peu YouTube. Parce que j'adore le format YouTube, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube. Et je me suis fait connaître d'ailleurs grâce à un partenariat que j'ai fait, parce que je me sentais pas capable de me lancer sur YouTube au début. Donc j'ai contacté des YouTubeurs à droite à gauche en leur disant, voilà, je vous écris un scénario qui parle du Portugal, je vous fais un truc clé en main, j'écris le truc, je vous envoie les sources pour vous vérifier, tout ça. Et il y a des youtubeurs qui ont accepté, donc là en ce moment je dois avoir 3 partenariats comme avec des gros youtubeurs, dont un qui a plusieurs millions d'abonnés, donc c'est vraiment ça qui m'a amené beaucoup de visibilité, puisque il a été réglo, il a cité mon compte Instagram et tout ça, donc ça m'a amené une audience, mais voilà, donc j'adorais ça, et j'ai fait quelques vidéos aussi de mon côté. J'adore vraiment, je suis très content du résultat. En plus, la qualité selon les vidéos est pas toujours au top, mais j'aimais bien l'idée et le concept, mais c'est très chronophage. Ça me demandait énormément, c'était une semaine de boulot minimum pour faire une vidéo YouTube de quelques minutes, et du temps j'en ai pas. J'ai mon travail, j'ai ma vie de couple, j'ai ma vie de papa maintenant, donc voilà, mon problème c'est plus le temps que l'envie ou l'énergie. Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir 5 Portugais qui ont connu un destin incroyable à l'étranger. On ne va pas parler de Cristiano Ronaldo ou de Vasco da Gama, non, j'espère vous faire découvrir quelques personnalités que vous ne connaissez pas. C'est bien connu, des Portugais il y en a partout, et ce depuis des siècles. D'ailleurs, les retours que j'ai sont toujours positifs, et moi ils me rendent fier, parce que il y a des gens justement qui m'envoient des messages, des gens qui, des trentenaires comme moi, qui s'étaient éloignés de leurs origines parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans la vision qu'on donnait du Portugal et des Portugais sur les réseaux sociaux, que ce soit les caricatures ou le folklore. Je critique pas, il en faut pour tout le monde, mais voilà, c'était pour être portugais en France, il fallait soit danser du folklore, soit faire des parodies. Et il y a des gens comme moi qui ne se retrouvaient pas forcément dans ça. Et donc du coup, des gens qui s'éloignaient de leurs origines portugaises parce que ils ne s'y retrouvaient pas. Et recevoir des messages de gens qui justement se réintéressent grâce à mon compte à leurs origines portugaises, parfois même des gens qui découvrent un monument ou une légende du village à côté ou de leur propre village qu'ils ne connaissaient pas, moi ça me rend extrêmement fier. D'un côté, je me sens même... ça va faire prétentieux, mais je me sens limite investi d'une mission de prêche, de prêcher la bonne parole, de soyez fiers d'être portugais, intéressez-vous à vos origines, et ça marche. Et donc du coup, ne serait-ce que quand... des fois, je reçois juste un petit message de gens qui me disent bonjour, juste pour te dire que j'ai appris ça de mon village, j'ai été le visiter grâce à toi. Et, moi, ça me prend, j'ai limite la larme à l'œil, quoi. Je me dis, je fais pas ça pour rien.
Et des messages comme ça, on reçoit vraiment beaucoup, donc j'en suis vraiment très fier, très content. Et il y a aussi d'autres moments où c'est des gens, justement, des jeunes parents, ou des enfants qui me disent, bah voilà, je vais dire ça à mes parents, ils le savaient pas, et ils sont surpris de l'avoir appris. Donc je suis vraiment très content de ce compte Instagram. Et en plus, ce que j'aime, c'est voilà, c'est rapide, c'est adapté à notre consommation de réseaux au quotidien. Et c'est une invitation aux gens d'être curieux, de partager, discuter autour d'eux. Et surtout, ça m'a ouvert des portes. Bah, notamment, comme je disais, l'opportunité d'écrire un livre. Et ce livre, c'est la continuité en fait de mon compte Instagram. Ça oblige, parce que les gens achètent facilement un livre de cuisine, mais pas forcément un livre d'histoire, ce que je peux comprendre, parce que les livres d'histoire, c'est pas toujours sympa à lire. Moi, j'en lis beaucoup, mais il y en a vraiment, enfin, je m'emmerde, ils sont chiants. J'aime bien me définir comme un vulgarisateur culturel. Parce que moi, on peut me reprocher de pas forcément approfondir ou de pas être très pointilleux, des fois de prendre des raccourcis. Mais moi, mon but, c'est vraiment juste de titiller la curiosité des gens. C'est aux gens après derrière de faire je suis pas historien, j'ai jamais dit que j'étais historien. Il y a des professionnels pour ça. Si les gens sont curieux, justement, moi, c'est juste un premier pas, c'est une invitation justement à être curieux et à découvrir des nouvelles choses. Donc, il y a eu ce livre avec toutes les recettes. Il y a une petite anecdote historique. Donc, les gens ont comme ça une petite porte d'entrée à travers un livre de cuisine vers l'histoire du Portugal et la culture du Portugal. Le livre, c'est pas juste un livre de cuisine, c'est plus que ça. C'est un peu un livre universel de la communauté portugaise. Parce que dedans, il y a le côté humain. Je me livre beaucoup sur mon histoire, sur mes souvenirs dans les fermes de mes grands-parents, justement avec les chèvres, aller accompagner mon grand-père déposer le lait à la coopérative, aller cueillir les patates, enfin, ramasser les patates, donc, ou faire de l'huile d'olive. Tout ça, c'est des souvenirs justement que je partage et on est nombreux à avoir les mêmes. Donc je suis sûr que beaucoup de gens de ma génération, même d'autres générations, se retrouveront dans ce que je dis. Donc il y a de l'humain. C'est très présent dans le livre. Il y a le côté histoire, justement, avec toutes les anecdotes que je raconte. Et il y a aussi des paragraphes, justement, pour rythmer un peu le livre, des chapitres où je parle un peu plus en profondeur de l'influence des découvertes maritimes, l'influence de l'État nouveau, l'influence de la religion, les influences que ça a eu sur la religion, l'impact que ça a eu. Et il y a les recettes. Et les recettes, c'est des chefs du monde entier, comme je disais, de la diaspora, des chefs portugais. Il y a plus de 10 pays qui sont représentés. Ça va de Macao au Brésil, aux États-Unis, en Angola, en France bien sûr, et au Portugal bien évidemment. Donc des chefs que j'ai démarchés avec l'aide de mon éditrice Sandra. On a démarché des chefs à droite à gauche. Il y en a que je connaissais personnellement, donc je leur ai demandé. Et il y en a que je suivais leur travail sur les réseaux sociaux et je leur ai demandé. Il y en a beaucoup qui ont joué le jeu. Il y en a qui m'ont jamais répondu. Il y en a qui m'ont dit oui bien sûr. Et malgré plusieurs relances, ils m'ont jamais rien envoyé. Donc ça a été compliqué. Il y a eu aussi des appels. Moi j'avais publié sur mes réseaux. Si vous connaissez des chefs ou si vous-même êtes chef, contactez-moi. Donc voilà, ça a permis de connaître du monde et il y a plus de 60 chefs qui ont participé du coup à ce livre-là. Et dedans on retrouve des recettes de petits choux, des soupes, des plats de viande, de poisson, des desserts, des pâtisseries et même des cocktails. Parce que pour moi c'était très important aussi au Portugal on a la chance d'avoir quand même beaucoup de spiritueux et des spiritueux de qualité et des vins de qualité. Et donc je voulais les mettre aussi à l'honneur parce que aussi j'y consacre un chapitre entier sur les petites histoires qu'il y a autour des spiritueux portugais. Et il y a des recettes de cocktails pour montrer que voilà, le Porto, c'est pas forcément la boisson de grand-mère qui est au fond du placard pleine de poussière. On peut en faire des choses, on peut faire des cocktails sympas avec. C'était très important pour moi de rendre hommage aussi à mes parents. Dedans, il y a une recette, c'est une recette simple, c'est des sardines grillées avec une salade de poivrons. Mais cette salade de poivrons, moi je le digère mal, donc c'est pas forcément ce que je prépare, mais tout le monde en dit du bien. Et pour moi, c'était important de rendre hommage à mes parents, de les inclure dans le livre, parce que si cette passion, en fait, la passion de l'histoire me vient essentiellement de mon père, et la passion de la cuisine de ma mère. Donc je voulais vraiment les mettre à l'honneur dans le livre. Et ce plat des sardines grillées, salade de poivrons, j'en avais vraiment des très bons souvenirs parce que c'était les vacances, mon père au barbecue en train de griller les poivrons et les sardines, et ma mère après derrière qui préparait tout ça. Enfin, c'était un moment de partage qui était très important et que j'en gardais très bons souvenirs. Donc je trouvais que cette recette était parfaitement appropriée pour le livre. Personnellement, moi, ma recette préférée, parce que j'avais fait des sondages quand même pour demander aux gens sur les réseaux quelles étaient les recettes qu'ils voulaient retrouver dans le livre. Et sans surprise, parce que je m'y attendais, la recette que les gens préfèrent au Portugal, il y en a deux qui ressortent essentiellement, c'est bacalhau à brás et carne porca alentejana. J'avoue que même moi, c'est mes deux plats préférés, mais j'ai quand même un petit penchant pour le bacalhau à brás. Je sais pas pourquoi, moi c'est vraiment un plat réconfortant, j'adore ce plat-là.
Et donc voilà, c'est Bacalaureage. Et ma copine, elle qui est française, enfin franco-française, qui n'a aucun lien avec le Portugal avant de me connaître, au début, ça a été quand même compliqué l'adaptation de son palais à la cuisine portugaise, parce qu'en plus, elle est ch'ti, donc enfin j'adore la cuisine du Nord, vraiment je me régale avec les cuisines du Nord de la France, mais c'est pas du tout les mêmes codes, ne serait-ce que cuisine au beurre, cuisine à l'huile d'olive. Maintenant, elle adore la cuisine portugaise, mais au début c'était compliqué, parce que les Portugais, en fait, c'est des goûts francs. Il n'y a pas des tonnes d'ingrédients, mais si on met un ingrédient, il faut qu'on le sente. Et donc du coup, et c'est beaucoup, c'est la générosité. Donc elle avait du mal, c'est quand on met du sel, on met du sel. Quand on met de l'huile d'olive, on met de l'huile d'olive. Et elle a eu du mal à s'adapter avec ça. C'est vraiment, enfin limite, elle avait de l'hypertension après avoir mangé un plat portugais. Mais maintenant, elle s'est habituée. Bah, elle trouve des fois encore que ma mère est un peu là, beaucoup de sel dans les plats, mais enfin, moi j'adore ça. Et mais son palais s'est quand même habitué. Et c'est pareil aussi avec les desserts. Enfin, c'est le cliché, mais les desserts portugais, quand on met des œufs, on en met 2-3 boîtes. Des fois, dans le livre, il y a des recettes où il faut 15 œufs pour faire un gâteau. Et le sucre, c'est pareil. Il faut 500 grammes de sucre pour faire un truc. Encore une fois, c'est peu d'ingrédients, mais en quantité. Et donc, du coup, bah, elle a eu du mal. Mais maintenant, bah, à force, son palais s'est habitué et elle adore ça. Et un des trucs justement qu'elle adore, justement, qui est dans le livre, c'est tout bête, mais c'est les pains au chorizo. C'est vrai que le pain au chorizo, quand il est encore un peu tiède, enfin c'est un régal. Et parce que elle avait l'image du chorizo qu'on trouve en France, le chorizo de mauvaise qualité de supermarché, où dedans il n'y a pas de morceaux, enfin le truc pas bon. Et depuis qu'elle est avec moi, du coup, enfin moi je lui fais découvrir des bons chorizo portugais, des produits de qualité, bah, ça a complètement changé sa perception du chorizo. Et le pain au chorizo, c'est devenu un de ses petits plats qu'elle adore. L'ambition que j'ai avec le livre aussi, c'est de mettre à l'honneur et donner ses lettres de noblesse à la gastronomie portugaise. Parce qu'on parle toujours de la gastronomie italienne, mexicaine, indienne, espagnole, mais on parle jamais de la gastronomie portugaise. Ou alors, quand on en parle, c'est on prend des raccourcis, genre morue, porto, pastéis nata. C'est très bon, hein, c'est très important dans notre gastronomie, mais il y a beaucoup plus que ça. Notre terroir, il est très riche et il faut le connaître. Et donc mon ambition, c'est de faire connaître le terroir et la diversité des recettes portugaises, et l'importance historique qu'a eu le Portugal dans la gastronomie du monde, et le monde dans la gastronomie portugaise. Donc tout ça, c'est aussi très important pour moi. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'au début, pour être honnête, je pensais que ça serait un livre qui serait plus à destination de la communauté portugaise. Mais j'ai été surpris de l'accueil qu'il a reçu au Portugal aussi, parce que j'ai eu énormément de sollicitations et d'articles des médias portugais. Donc j'en suis très content. Ils attendent avec impatience justement la version portugaise. Et aussi énormément de sollicitations de médias franco-français, quoi, donc qui n'ont aucun lien avec le Portugal. Et il y a eu pas mal d'articles. J'ai eu l'occasion, par exemple, de passer sur France Bleu. J'ai eu l'occasion aussi de contribuer à un article de Géohistoire. Enfin voilà, il y a des trucs en cours. Et moi, je suis très content aussi de faire découvrir cette gastronomie et par la même occasion l'histoire Portugal et l'histoire des Franco-Portugais, parce que comme je le disais, je parle aussi de moi, de mon histoire, à un public français et international bientôt, je l'espère. Parce que justement, je suis très honoré d'avoir été sélectionné, ce livre a été sélectionné pour potentiellement gagner les Gourmands Awards. Donc en fait, les Gourmands Awards, c'est le concours du livre de cuisine, mais à l'échelle internationale. Et donc du coup, là, au mois de mai, je vais me rendre en Suède pour voir si mon livre a gagné. Parce qu'il a été sélectionné parmi plus de 100 000 livres dans 3 catégories. Donc la catégorie francophonie, la catégorie livre d'histoire, livre de gastronomie et culture portugaise, et enfin livre des immigrations et des diasporas. Donc voilà, je suis dans 3 catégories, donc on va voir si j'arrive à gagner un des prix au moins, et donc là ça serait vraiment la cerise sur le gâteau, parce que comme je disais, je sors de nulle part, je fais partie d'aucune association, je fais pas de politique, je fais rien du tout, donc je suis vraiment un mec dans son coin qui faisait des posts sur Instagram, et donc là je me retrouve à publier un livre, et là le livre est sélectionné pour un concours international. Fin février, j'ai été à Lyon animer une conférence dans une université, donc tout ça c'est fou, tout ce qui m'arrive c'est fou, et tout ça grâce à Instagram et avec de la bonne volonté. Donc en fait, lancez-vous si des gens ont des projets, des idées, comme toi tu l'as fait d'ailleurs, c'est magnifique l'initiative que tu as eue.
Donc si les gens ont des idées, faut se lancer, faut pas avoir peur, faut se lancer. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Sandra, qui est mon éditrice, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a publié aussi un livre qu'elle a écrit elle-même, qui s'appelle L'extraordinaire histoire du Portugal. Justement, c'est un livre à destination plus d'un public enfant, mais qui marche pour tout le monde, où elle retrace justement de manière illustrée l'histoire du Portugal dans les grandes lignes. Et donc du coup, elle m'a contacté pour ce deuxième ouvrage, et là, elle a publié aussi un troisième ouvrage qui est un roman, donc elle s'essaye à plusieurs styles. Mais ce que j'ai adoré avec elle, justement, c'est que j'ai eu champ libre. Elle m'a fait confiance quand même, donc j'ai eu quand même pas mal de liberté, ne serait-ce que sur le design de la couverture, sur la mise en page, sur la qualité du papier, sur la communication. Elle m'a géré laissé ma communication de mon côté. Et donc toutes ces libertés, c'est des libertés que j'aurais pas eu avec une maison d'édition de renom, on va dire, ou à plus grande échelle. Donc je regrette nullement mon choix, je suis très content d'avoir travaillé avec elle. En plus même, ce qui est génial, c'est que par exemple pour la couverture, on n'était pas d'accord. Elle voyait quelque chose de plus tape à l'œil, de plus bling bling, un peu dans l'esprit de son livre, de son premier livre, alors que moi je voulais quelque chose de sobre, d'élégant, de plus moderne. Donc on n'était pas d'accord sur la vision de la couverture. J'ai eu le dernier mot, donc j'ai pu choisir la couverture, qui est la couverture actuelle du livre, et j'en suis très 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 content. Et donc elle a quand même accepté, alors qu'elle n'était pas d'accord, elle a quand même accepté de faire la concession sur la couverture. Donc voilà, je suis très content d'avoir travaillé avec elle. Mais il y a quelque chose qui réside encore une pudeur dans la communauté portugaise, c'est ce rapport à la mort particulier qu'on a, et surtout à la mort de nos grands-parents qui sont au Portugal pendant que nous on est en France. Et moi j'ai l'exemple, j'en ai jamais parlé avec ma mère, mais j'imagine que ça a été très douloureux pour elle, mais on n'en a jamais parlé, on devrait peut-être. Ça a été quand même compliqué du côté, mon grand-père paternel est mort, j'étais jeune, donc j'en ai pas, des souvenirs, mais pas des souvenirs comme ça très marquants. Côté maternel, ça a été plus compliqué, parce que mes deux grands-parents sont morts du côté maternel. Ma mère est fille unique, donc ça complique encore plus les choses, puisque mes deux grands-parents du coup étaient tout seuls au village au Portugal, dans leur maison, pendant que ma mère était ici. Et ma grand-mère était pas en très bonne santé, sa santé se dégradait, et souvent elle faisait des réflexions à ma mère, il faudrait qu'elle vienne s'occuper d'elle, etc. Et là où c'était vicieux, c'est justement, ma mère était en France et travaillait justement comme femme de ménage notamment. Elle était en France en train de s'occuper de personnes âgées, alors que sa mère était malade au Portugal seule. Donc j'imagine que ça n'a pas été compliqué pour elle, ça n'a pas dû être une situation facile à gérer. Elle en a jamais parlé, elle n'a jamais laissé transparaître, mais j'imagine que c'était quand même particulièrement douloureux. Le temps passant, ma grand-mère, ça allait pas. Du coup, quand on allait au Portugal, c'est souvent, fallait qu'on l'accompagne à l'hôpital, qu'on fasse des examens. Donc pendant des années, ça s'est comme ça s'est empiré. Souvent, on l'a tous connu, ça, quand on dit au revoir à nos grands-parents au mois d'août et qu'on dit l'année prochaine, et c'est ce Deus quiser, ça se trouve, c'est vraiment la dernière fois qu'on voyait nos grands-parents. On a toujours cette incertitude de est-ce qu'on va les revoir l'été prochain ou aux prochaines vacances. Et donc là, moi, avec ma grand-mère, c'était vraiment particulièrement le cas. À chaque fois, on a fait pas mal d'allers-retours parce que on nous disait, ça va pas, faut venir. Donc on y allait en catastrophe et au final, non, on faisait quelques examens, quelques trucs, petite opération, et retourne à la maison, ça se rempirait. Ça a duré comme ça pas mal de temps. Et jusqu'au jour où, il a fallu y aller parce que là, c'était vraiment la fin, donc on y a été. Donc ça a été particulièrement douloureux. Donc on a enterré ma grand-mère. Donc mon grand-père est resté seul, donc encore une fois tout seul au village. Lui, pareil, au bout d'un moment, sa santé s'est dégradée. Et le pire, c'est que c'était une jambe qui n'allait pas, donc du coup, il pouvait plus être autonome tout seul à la maison. Et donc, il a été dans une maison de retraite, dans un village à côté. Et donc, du coup, on y allait tous les étés, et on y allait, et ça, c'est pas beau, les maisons de retraite, peu importe où elles sont. Et on sentait quand même que, la flamme dans ses yeux, on sentait qu'il se laissait mourir un peu. Moi, je me souviens, à chaque fois qu'on y allait, limite, j'aimais pas y aller, parce que je le voyais, justement, dans son lit, face à un mur, il faisait plus grand chose, et donc on y allait, et ma mère est encore jeune, donc on sait très bien que jamais ça se ferait qu'elle retourne au Portugal pour s'occuper d'eux, parce que nous, notre vie était en France, donc elle pouvait pas laisser ses enfants en France, elle aller là-bas s'occuper d'eux, donc c'était une situation qui devait être très difficile à vivre, jusqu'à ce que mon grand-père est mort aussi, et donc du coup ma mère a été là-bas, on y a tous été pour l'enterrer, et donc au final je me dis, c'est quand même triste, parce que ma mère, quand elle était jeune, quand elle était enfant, comme mes grands-parents ont fait leur expérience en France, elle était avec mes arrière-grands-parents, donc elle n'a pas vraiment connu ses parents. Donc après, quand ses parents sont retournés en France, ils ont passé quelques années ensemble. Quand ses parents sont retournés au Portugal, donc ils ont repassé quelques années en France, mais ensemble. Mais après, ma mère a immigré en France. Et après, voilà, donc tout ça, on se voyait en août, en avril, au téléphone un petit peu, parce qu'en plus, je me souviens, maintenant on a le téléphone illimité un peu partout.
mais il y a quelques années de ça encore, c'était extrêmement cher d'appeler le Portugal. Et on a encore le système on allait acheter des cartes prépayées pour pouvoir appeler et tout. Donc, voir ses parents mourir sans pouvoir rien faire, ça doit être quand même quelque chose de très compliqué. Et j'imagine que beaucoup de monde doit vivre ça. Et donc voilà, donc c'est un truc. Je sais pas, je dis ça comme ça, je sais pas ce qu'on pourrait en faire, mais je pense qu'il y a quand même aussi des choses à faire autour de ça, sur comment faire pour que nos grands-parents puissent partir dignement. En tant que jeune papa, pour moi c'est très important que mon fils baigne aussi dans cette. Bon, il ne baignera jamais autant que moi j'ai baigné dans la culture portugaise, mais je tiens quand même, c'est primordial pour moi qu'il maintienne ce lien avec le Portugal. Là pour le moment, je voulais lui faire sa nationalité portugaise, mais l'administration, c'est très compliqué, tout prend du retard, chaque fois il manque un papier, enfin je deviens fou avec le consulat, ça va se faire, hein. Mais ça se fera plus tard que prévu finalement. Mais il aura la nationalité portugaise, je veux qu'il l'ait, parce que bon, on n'est jamais à l'abri que les lois changent d'ici quelques années, que la double nationalité ne soit plus possible, ou que, je sais pas, enfin, qu'il y ait un accident de la vie, que malheureusement je sois pas là, et du coup il n'aura pas les démarches qui étaient faites à temps. Donc pour moi c'est très important qu'il ait la nationalité portugaise dès plus jeune âge, comme ça au moins c'est fait. Donc ça c'est une première chose. Faut que je lui parle portugais. C'est vrai que instinctivement je lui parle français, là pour le moment bon il a que quelques mois, hein. Mais par contre mes parents, eux je leur oblige, je leur dis, eux ils ont pas le choix, ils doivent parler en portugais à mon fils, parce que je veux que son oreille s'habitue, pour que plus tard il puisse parler le portugais. Je souhaiterais qu'il apprenne le portugais, je souhaiterais vraiment qu'il puisse l'apprendre dans le parcours scolaire classique, dans le public, qu'il n'ait pas besoin de faire du privé comme moi, ou que ce soit la croix et la bannière pour qu'il apprenne le portugais. J'aimerais bien qu'idéalement ça se fasse normalement, comme s'il apprenait l'espagnol ou l'allemand. Donc j'espère qu'il aura cette chance. Et bien sûr, il ira au Portugal régulièrement, parce que de toute façon, là, il va y aller la première fois, mais il va y aller au mois d'août, et ce serait très important, parce qu'en plus, j'ai la chance quand même, parce qu'on est nombreux, maintenant, du coup, on est intégré en France, donc on est des couples mixtes, on est marié avec des Français ou des Françaises. Moi, je vais me marier là prochainement, justement, avec une personne qui est française, mais j'ai quand même la chance qu'elle est pas du tout réfractaire à ça, elle adore le Portugal. Justement, ça la dérange pas d'aller au Portugal régulièrement. Elle baigne aussi, elle aussi, dans cette culture portugaise. Elle essaie d'apprendre le portugais. Enfin, moi, personnellement, j'espère qu'un jour on y arrive là-bas. Donc, elle sait qu'un jour ou l'autre, ça va me prendre. Donc, on ira sûrement vivre là-bas, ou entre les deux pays, au moins. Donc, mais bon, il faut trouver une solution professionnelle. C'est pas si facile que ça. Mais voilà, donc le Portugal fera toujours partie de ma vie. Et donc, par conséquent, de sa vie à lui aussi. Je ferai pas comme mes parents. Je l'emmènerai visiter des trucs partout dans le Portugal pour vraiment qu'il aime ce pays. Merci Thiago d'avoir accepté de me confier ton parcours et tes rêves. Évidemment, je vous invite à découvrir son travail à travers le compte Instagram Portuguese Facts, mais aussi à vous procurer son livre à la fois intime, gourmand et instructif, Le Portugal dans mon assiette. Toutes les références et les liens sont dans les informations de l'épisode. Un grand merci pour vos nombreux messages suite à la diffusion du dernier épisode. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter ces histoires et à les faire voyager. Retrouvez-nous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger sur l'épisode. La playlist de l'invité est à retrouver sur le site www.agauche-podcast.com. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bref!